Ravi de vous retrouver au Salon de l'Agriculture pour ce nouveau numéro de Semences Mag. Alors c'est peu dire que la transition écologique est un sujet dont on parle ici à la porte de Versailles. Mais quels sont les enjeux, quels sont les objectifs et les contraintes également pour les professionnels du secteur des semences? Et une question que posent aussi les agriculteurs, cette transition écologique va nous coûter combien? De tous ces sujets-là, nous allons parler avec nos invités. François Després, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupement interprofessionnel des semences. Et Denis David, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la société Jouffret-Drillaud. Et en préparant cette émission, vous m'avez dit on fait des semences dans l'air du temps. Vous m'expliquerez tout à l'heure ce que sont les semences dans l'air du temps. Tout à fait. Alors, première question, à vous deux, transition écologique, ça va changer quoi pour vous, François? Ce que ça change pour nous, c'est que ça va nous permettre, ou pas nous contraindre, nous permettre, nous inciter à accentuer des travaux de recherche en matière de création variétale sur des objectifs qui sont des objectifs anciens comme la résistance aux maladies, aux ravageurs des cultures, mais également à des objectifs plus nouveaux comme la résistance au stress hydrique et l'adaptation au changement climatique. Par exemple, comment on peut créer des plantes et des graines qui résistent au stress hydrique? On peut créer des plantes qui résistent au stress hydrique en ayant une bonne compréhension du fonctionnement du génome des plantes et de leur physiologie. Et cette connaissance-là, on commence à l'acquérir depuis 5 à 10 ans. Et la nécessité de répondre aux défis de la transition agroécologique va nous pousser à accentuer ces travaux de recherche dans ces objectifs, sur ces objectifs spécifiques. Alors, avec des nouvelles graines, des nouvelles semences ou avec des semences déjà existantes? Avec des nouvelles variétés végétales qui répondent à ces objectifs de meilleure résistance à ce que nous appelons les stress abiotiques, comme le stress hydrique ou la résistance au froid, et des meilleures résistances à toute une diversité de maladies et de ravageurs pour pallier la disparition annoncée, progressive et rapide des solutions chimiques qui étaient utilisées jusqu'à présent. Voilà, c'est ça l'objectif numéro 1, hein, c'est réduire le recours à la, entre guillemets, la boîte à pharmacie? C'est un des objectifs majeurs et de toute façon c'est l'orientation politique qui est donnée à l'agriculture française et à l'agriculture européenne. Alors parmi ces semences, il y a des semences, comme vous le disiez tout à l'heure, dans l'air du temps. Alors c'est quoi des semences dans l'air du temps? Alors ce sont les semences d'espèces qui étaient dites un peu marginales il y a quelques années. Et par exemple, les légumineuses fourragères ou ce qu'on appelait les plantes de service, les engrais verts, voilà, qui étaient des plantes, on va dire, un peu secondaires, considérées comme telles, qui étaient des moyens de production pour certains agriculteurs et d'autres beaucoup moins. Et aujourd'hui, la transition alimentaire, la volonté de tendre vers l'autonomie protéique, donc vient renforcer l'intérêt de ces plantes. Et donc toutes ces nouvelles espèces sont en croissance aujourd'hui, forte, pour répondre à ces nouveaux enjeux de la transition alimentaire. Alors vous savez que ceux qui nous regardent ne sont pas forcément des spécialistes de l'agriculture. C'est quoi des légumineuses fourragères concrètement? Alors, on en connaît, nous, les consommateurs moyens, les citadins moyens, des légumineuses fourragères? Alors vous connaissez l'espèce puisque les consommateurs consomment des légumineuses, c'est ce qu'on appelle les légumes secs, les pois, les vesses, les lentilles, etc. font partie de cette famille, cette grande famille de légumineuses. Et dans cette famille de légumineuses, nous avons aussi des espèces fourragères, donc qui sont destinées à l'alimentation des ruminants, donc des vaches, enfin des troupeaux, voilà, des ovins, des caprins, etc. Et donc la caractéristique de ces plantes, c'est qu'elles sont autonomes en azote, donc elles n'ont pas besoin d'apport d'azote chimique, elles la fabriquent elles-mêmes. Elles sont résistantes aussi à la sécheresse, on va dire, donc aux évolutions climatiques, et elles sont très riches en protéines. Donc elles satisfont donc des besoins, donc aujourd'hui qui étaient servis par des importations de beaucoup de soja, donc voilà. Et aujourd'hui, avec les légumineuses fourragères, l'éleveur peut donc tendre à être plus autonome en protéines sur son exploitation pour nourrir ses animaux. Donc, ce qui est important aussi, si je peux me permettre de compléter, permettez-vous, c'est que avec cette évolution, on introduit
on élargit le panel d'espèces à la disposition des agriculteurs et des éleveurs, et donc on enrichit aussi la biodiversité utilisée en agriculture, et ça c'est plus complexe, ça rend peut-être le métier d'agriculteur plus compliqué, certainement plus intéressant, mais également ça accroît l'utilisation de la biodiversité, et ça se verra dans les paysages. Alors si je vous comprends bien, il y a quand même un certain nombre de plantes, de graines, qu'on n'utilisait plus parce qu'elles ne rendaient pas service, elles étaient même plus compliquées à gérer qu'autre chose, et aujourd'hui elles redeviennent importantes, essentielles, parce que il faut qu'on se débarrasse de nos importations de colza. Il y a d'abord de soja, pardon. Il y a d'abord le changement des habitudes alimentaires, la volonté de consommer plus de protéines végétales, peut-être au détriment des protéines animales. On voit qu'il y a un grand engouement pour les légumineuses alimentaires, le pois chiche, la lentille, les fèves et d'autres espèces végétales un peu plus exotiques qui ne sont pas produites en France ni même en Europe. Ça, c'est une première chose. Et le deuxième objectif, c'est effectivement d'avoir des systèmes fourragers qui soient moins tributaires de l'importation de fourrage ou de ressources protéiques qui viennent d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Alors, quand on parle de transition écologique et d'agriculture, on entend souvent les agriculteurs nous dire « c'est bien gentil tout ça, mais ça va nous coûter cher ». Alors, est-ce que la transition écologique, est-ce que changer, par exemple, pour prendre ces légumineuses, voilà, est-ce que ça va coûter plus cher aux producteurs ? Alors, pas forcément. Ça dépend du cahier des charges. La transition agroécologique, oui, elle aura un coût qui sera évolutif en fonction de l'exigence du cahier des charges. On peut prendre l'exemple du bio. Le bio est un système assez abouti qui est très utilisateur de ces légumineuses dans le système. Et on sait que la pratique bio coûte plus cher que la pratique conventionnelle. Donc oui, ça peut avoir un coût, mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est une vraie opportunité pour valoriser aussi des matières premières sur des nouveaux segments qui correspondent aujourd'hui à des besoins exprimés du marché, des industries agroalimentaires, qui veulent des matières premières produites différemment, donc sans OGM, avec différents clèmes. Donc oui, ça aura un coût, mais il y a une valorisation à la clé. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire, François Després, qu'on est à un virage en ce moment en matière de semences et qu'on va vers plus de semences, on va dire, écologiquement compatibles et presque bio ? Le rôle de la filière semencière, c'est d'accompagner l'agriculture française dans cette transition agroécologique à laquelle tous les agriculteurs, les consommateurs, les citoyens souscrivent, adhèrent. Ça va se traduire pour notre filière par une diversification des objectifs de recherche, des espèces sur lesquelles les travaux sont engagés, mais la réussite de cette transition dépendra avant tout de la capacité pour les agriculteurs à valoriser les évolutions dans lesquelles on les engage, et donc c'est également les prix auxquels ils pourront commercialiser leur production animale ou végétale issue de ces nouvelles semences. Alors en matière de transition écologique, en Europe et a fortiori en France, nous sommes très concernés par tout ça, mais est-ce que les autres pays, est-ce que nos gros concurrents se sentent aussi concernés? On parlait des Américains tout à l'heure. On le sait avec un actuel président qui n'est pas très concerné par la question écologique. Est-ce qu'on ne va pas là souffrir de distorsion de concurrence avec des gens qui seront un peu moins regardants que nous? C'est le défi de la traçabilité des cahiers des charges. Le drame pour l'agriculture française serait de s'engager résolument dans cette évolution qu'on peut qualifier de vertueuse, et que les consommateurs, un peu dupés, continuent à consommer des produits alimentaires qui n'ont pas les mêmes vertus, les mêmes qualités. Donc c'est la question de la traçabilité des signes de qualité est importante. Alors, je voudrais aussi qu'on revienne à votre entreprise. Quand on travaille aujourd'hui sur de nouvelles semences, c'est un pas de temps de combien avant que la semence soit commercialisée, vendue à l'agriculteur, entre ce qu'on appelle la recherche et le développement et l'application, la commercialisation? Il faut entre 10 et 15 ans pour créer une nouvelle variété, et ensuite environ 3 à 4 ans pour donc la mettre en marché.
Donc vous voyez, c'est un pas de temps de, on va dire, de 15 à 20 ans. Voilà. Mais alors c'est énorme parce que la transition écologique, c'est aujourd'hui. Oui. Alors comment on peut parler de transition écologique aujourd'hui, sachant que les graines, elles arriveront dans 15 ans? Alors en fait, la bonne nouvelle, c'est que Jouffa Vous Drio... aviez prévu le coup, vous avez anticipé. Voilà, c'est que Jouffa Drio travaille depuis 50 ans sur ces espèces, donc sur ces marchés qui étaient considérés comme des niches, et aujourd'hui qui deviennent des marchés plus intéressants, plus dynamiques. Donc on a une avance, voilà, et ça c'est la bonne nouvelle. Hein. Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Si vous m'aviez posé des questions, simplement on va être dans l'accélération et on est dans la confirmation de notre modèle économique et dans l'accélération. Voilà, donc tout va bien. Cette accélération, elle est globale dans toutes les entreprises de semences aujourd'hui? Oui, ça fait tout de même d'assez nombreuses années que les semenciers, les améliorateurs des plantes ont pris en compte la perspective de moins de chimie en agriculture. Donc c'est une amplification de l'effort, une accélération, mais il y a un continuum dans la création des variétés et d'ores et déjà, dans les années qui viennent, il va y avoir des nouvelles variétés dont le processus de création a débuté il y a une dizaine d'années et qui arrive aujourd'hui en étant en adéquation aux nouveaux besoins du marché. Justement, François Desprez, faites-nous rêver. Ça va être quoi les prochaines découvertes ou les prochaines applications? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans les champs? Il va y avoir dans les champs des plantes qui permettent de mieux valoriser les ressources du sol en utilisant toujours moins d'intrants de synthèse. C'est ça le défi. Ça va être une vraie rupture, notamment en termes de connaissances pour les agriculteurs, parce qu'il y a eu des générations et des générations d'agriculteurs qui ont été formés à l'utilisation justement de ces produits de synthèse. Comment on fait pour changer les habitudes? Ouais, ça passe par... C'est quoi le bon argument pour leur dire changez vos habitudes? Les arguments sont économiques et réglementaires à la fois. Il y a une forme de contrainte à cette évolution, mais il y a un enjeu extrêmement fort en termes de formation, de vulgarisation des connaissances, mais toute la profession agricole, par l'ensemble du tissu d'information et de formation, est mobilisée autour de cet objectif majeur. Et quand on disait tout à l'heure, il y a un aspect économique, là aussi, je disais, est-ce que ça va coûter cher? Non, mais est-ce que ça va nous faire gagner de l'argent? La question que peuvent se poser les agriculteurs, c'est est-ce qu'on va faire des économies d'intrants, par exemple? Mais encore une fois, ça dépend du cahier des charges. Des économies d'intrants, c'est pas forcément évident. L'important, c'est que le système soit cohérent. Voilà, il ne faut pas simplement ajuster un système, il va falloir redéfinir le système. Donc, et la façon aussi de penser et de le gérer. Donc c'est des vraies révolutions. Il faudra accompagner les agriculteurs dans ces révolutions. Et ce qui les motivera, comme le disait François, c'est la clé, ça va être la création de valeur. Parce que à la clé de tout ça, c'est de la création de valeur qui est l'enjeu principal de nos filières agricoles dans un contexte international où on a des grands pays céréaliers aujourd'hui qui nous challengent sur les produits, on va dire, standards. Et si on ne sort pas de cette standardisation, on sera en grande difficulté. Donc l'enjeu agroécologique, c'est une fabuleuse opportunité pour la filière agricole française de sortir par le haut, d'aller chercher de la valeur. Donc il faudra du temps. Avec une amélioration du revenu pour les agriculteurs qui vont s'engager dans cette voie. On a une idée, ça peut être de l'ordre de combien de pourcents? Pour le moment, c'est encore assez flou. Ça dépend de la concurrence internationale, ça dépend aussi de l'acceptation par les consommateurs. Et donc avec l'intermédiaire de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire, comment va se partager la valeur entre l'agriculteur et le prix payé par le consommateur? On a quelques éléments de réponse. Il y a une enquête sur les systèmes agroécologiques qui est sortie récemment, qui montre que globalement les différents clèmes sont valorisés entre 110 et jusqu'à 150%. Voilà, donc voilà, et encore une fois, ça dépend du cahier des charges, mais naturellement, il y a des coûts induits. Voilà. Et il va falloir convaincre aussi ceux qui sont au bout du bout de la chaîne, les consommateurs, peut-être de faire un petit effort. C'est certain, le débat qui a eu lieu au moment des états généraux de l'alimentation, où les organisations de représentation des consommateurs étaient représentées, on laissait entendre que les consommateurs étaient prêts à payer plus s'ils avaient la certitude que la qualité était là, que l'environnement était mieux préservé et surtout que l'effort
que faisaient en matière de paiement les consommateurs allaient aux agriculteurs. Alors ça, on le fait. Il faut le faire savoir sur, je sais pas, par exemple les emballages. Bon, c'est difficile pour du blé parce que c'est une baguette qu'on achète, mais comment on fait? On va créer des labels nouvelle écologie, que sais-je encore, ou nouvelle agriculture? Les signes de qualité sont indispensables pour arriver à faire repérer ces produits qui viennent d'un effort et de cette transition agroécologique et à les faire distinguer notamment de tout ce qui est importé. Et alors, moi, pour vos entreprises, en conclusion, je voudrais savoir si ça va avoir des conséquences en termes d'emploi. Est-ce que, parce que il va y avoir des nouvelles technologies à mettre en place, de nouveaux marchés, est-ce que vous allez recruter? Oui, les marchés se segmentent, des nouveaux produits, des nouveaux projets, c'est créateur immédiatement d'emplois. Je ne sais pas ce qu'il en est chez Jouffret de Rio. Oui, donc ce sont des marchés qui sont en croissance en France, mais aussi à l'international. Donc voilà, nos leviers de croissance sont à l'international, donc une structuration commerciale à l'international, donc des emplois à la clé naturellement. Et ça, c'est facile aujourd'hui de gérer ça, de dire j'ai besoin de 10, 20, 30 salariés en plus. On trouve de la main-d'œuvre? Dans le monde agricole, on arrive à trouver des compétences, oui. Donc voilà, pour des réseaux comme ça de commerciaux internationaux, on recherche des niveaux ingénieurs. Donc on a des belles écoles d'ingénieurs en France. Donc il y a un vivier qui est là et qui est prêt à partir. Voilà. Donc, alors là encore, François Deprez, une conclusion. C'est vrai que on avait l'impression qu'on était à une certaine époque dans l'écologie punitive. Aujourd'hui, on est dans une écologie qui va être furieusement tendance et auquel tout le monde devrait adhérer finalement. Parce que ce que vous faites, c'est bon pour la planète. Oui, tout en restant humble par rapport aux possibilités qui sont les nôtres. Mais ce qui est certain, c'est que tout le monde s'engage dans ce mouvement de la transition agroécologique. Il est gratifiant pour nos métiers. Il doit permettre de les rendre plus attractifs aux étudiants, aux jeunes diplômés qui nous permettront de construire ce développement. Eh bien, merci messieurs d'avoir participé à cette émission et vous le voyez, l'agroécologie se conjugue au présent ici, au Salon de l'Agriculture. À très bientôt.